Soirée de gala dans un quartier très chic de la capitale. À l'entrée, c'est un peu la montée des marches du Festival de Cannes. Premier arrivé, l'acteur François Berléand. Il y a également Axel Lafont, Zoé Félix, Emma Decaune ou encore l'actrice Élodie Boucher. Le nombre de people au mètre carré est impressionnant. Et pourtant, il ne s'agit ni de l'avant-première d'un film, ni du vernissage d'une exposition de peinture. Si le tout Paris s'est donné rendez-vous ici, c'est pour l'inauguration d'une boutique de jeans, celle de la marque Diesel. J'adore, depuis vraiment longtemps, je vais toujours m'acheter des fringues là-bas. Là en ce moment, moi, je fais un film où je porte des jeans Diesel. Voilà. Ça fait longtemps. C'est des jeans qui sont plutôt pas mal coupés. Voilà, je vais rentrer dans une discussion de mode. Moi je les aime depuis toujours. Je sais pas quel modèle c'est, mais... Les people font de la promo. En échange, ils auront droit à une journée de shopping gratuit une fois dans l'année. Mais curieusement, ils ne connaissent pas celui qui les régale. Le nom du patron, vous connaissez? Non, je sais pas. C'est qui? Eh bien le patron, le voilà, en grosse cylindrée italienne. Cheveux hirsutes et barbe naissante, c'est Renzo Rosso. Allez, venez les filles autour. Vous ne le connaissez pas, mais cet Italien de 50 ans est le numéro 1 du jean en Europe. Diesel, une marque née en Italie dont le nom rappelle plus les stations-service que les boutiques de mode. Et pourtant, sur les 85 millions de jeans achetés par les Français l'an dernier, un tiers était fabriqué par la marque italienne. Diesel, ou l'histoire d'un homme qui est parvenu à détrôner en Europe le géant mondial du jean, l'américain Lévi-Strauss. Un homme aussi qui réussit chaque jour à vous vendre plus de 200 € des jeans usés, jusqu'à la corde. Et pourtant, rien ne prédisposait le jeune Rosso à ce qu'il se retrouve un jour à la tête d'un empire de plus d'1 milliard d'euros. Nous sommes en Vénétie, dans le nord de l'Italie, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Venise. De jolis petits villages protégés par l'imposant massif des Dolomites. C'est dans ce cadre de carte postale que Renzo Rosso voit le jour le 22 novembre 1955 à Brougine, petit village de 200 âmes. Comme beaucoup d'habitants de la région, les parents de Renzo sont agriculteurs. Ils possèdent une ferme et cultivent du blé, de l'orge et font même un peu de vin. C'est donc au milieu des vignes et des champs que le jeune Rosso va passer toute son enfance. À cette époque, son meilleur ami, c'est Fernando Cecchinello. Fernando se souvient que le petit Renzo était bien parti pour devenir lui aussi agriculteur. Je me souviens, ses parents avaient une jolie ferme. C'était la vraie famille de paysans. Et le soir, en rentrant de l'école, il leur donnait un coup de main. Moi aussi, je l'aidais quelquefois. À faire quoi ? Eh bien, à ranger le foin dans la grange. Papa et maman le verraient bien reprendre la ferme. Surtout qu'à l'école, ça ne marche pas fort. Mais à l'adolescence, Renzo décide de quitter le giron familial. À 14 ans, il décide de s'inscrire dans un lycée technique à Padoue. Il choisit un peu au hasard un BEP textile, une orientation scolaire qui va changer sa vie. Renzo Rosso nous a donné rendez-vous au siège de son entreprise en Italie. 30 ans plus tard, il se félicite encore d'avoir troqué le tracteur pour la machine à coudre. Durant 5 ans, j'ai tout appris dans l'industrie de l'habillement. Créer des modèles de vêtements, les coudre sur des machines, et j'ai même appris à les réparer, ces machines. Tout ça, je l'ai appris à l'école. C'était une école fantastique. Rosso a trouvé sa voie. Dès qu'il rentre chez lui, il emprunte la machine à coudre de sa mère. Il passe alors toutes ses soirées à reproduire le pantalon qui fait fureur auprès des jeunes Italiens au début des années 70. Le jeans. Qu'il soit rocker ou hippie, moulant ou à pas de def, le célèbre pantalon né aux États-Unis est devenu le vêtement préféré de toute une génération. Avec le jean,
Les jeunes marquent ainsi leur différence avec le pantalon en toile de papa. Même perdu au fond de sa campagne, Rosso n'a pas échappé à cette nouvelle mode. Pour moi, les jeans représentaient vraiment ce mouvement baba-cool. Un monde de rébellion contre les parents, un monde nouveau. On avait les cheveux longs. Mais Rosso, à l'époque, n'a pas les moyens de se payer ce fameux jean hippie. Alors, il va lui-même en fabriquer, en appliquant ce qu'il a appris à l'école. Qui m'a amené ça? C'est quoi ça, monsieur Rosso? Ah, ça? Ça, je l'ai fait quand j'avais 15, 16... Quand j'avais 16 ans, ouais. Je pourrais presque le mettre dans ma prochaine collection. Il est encore à la mode. Le premier jean fabriqué par Renzo Rosso est un modèle plutôt rudimentaire. Il en fabriquera une dizaine d'exemplaires qu'il vendra à ses amis. Je me souviens qu'il m'avait fait un jean à moi aussi, et à d'autres personnes dans le village. C'était surtout pour lui le moyen de gagner un peu d'argent de poche. À l'époque, je vendais le jean 3500 lire, c'est-à-dire moins de 2 euros. Renzo a la vocation. Reste à trouver un employeur. C'est là qu'il va rencontrer un certain Adriano Goldschmidt. Nous sommes à Vedelago, toujours en Vénétie. De vieux jeans étendus sur un fil à linge, c'est dans ce bâtiment que travaillait Adriano Goldschmidt. Et c'est un de ses anciens collègues qui nous guide, Giovanni Petrin. À la fin des années 70, Goldschmidt avait monté une véritable coopérative de jeunes créateurs de vêtements. Regardez ici, on a des vieilles photos. Alors sur celle-là, on voit Adriano dans un de ses magasins dans la région. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce Goldschmidt? Adriano Goldschmidt, mais c'est le père du jean, c'est notre père à tous. Adriano Goldschmidt est une véritable icône dans le monde de la mode. Designer visionnaire, il dirige alors plusieurs petites marques de vêtements, dont Goldie, une marque de jeans, l'une des seules en Italie à cette époque. Mais Goldschmidt manque d'ouvriers qualifiés. Le lycée technique de Padoue lui conseille un de ses meilleurs éléments, fraîchement diplômé. Renzo Rosso obtient un rendez-vous avec le grand Goldschmidt. Je lui ai montré les modèles que je faisais et ça lui a plu. En 1976, Rosso est donc embauché pour contrôler la fabrication des jeans Goldie. Goldschmidt trouve qu'il a du talent. Très vite, il lui confie alors une petite marque de vêtements. Il a tout de suite pensé à moi pour créer cette nouvelle marque et je devais avoir quelque chose qui lui plaisait. Et c'est dans la rue qu'ils vont trouver le nom de leur nouvelle marque. Le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Adriano. C'est à l'époque du choc pétrolier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 78-79, il y a eu un engouement pour le moteur diesel. Moi, je m'étais acheté la première Golf diesel. Diesel, un nom de moteur pour une marque de jeans. À l'époque, l'idée en a fait sourire plus d'un. C'est vrai qu'au début, il y a pas mal de gens qui se sont moqués. Rosso ne doute de rien. Il n'a que 24 ans, il est associé de la marque à 40%, mais il a déjà beaucoup d'ambition. Mon rêve était d'avoir une marque, un jean qui serait connu partout dans le monde. J'avais vraiment ce rêve. Rosso a placé la barre très haut. Ses premiers pas comme petit patron vont pourtant commencer par un gros ratage. Nous sommes à Paris. Raphaël Rinalducci est belge d'origine italienne. C'est un des pionniers de la marque Diesel. Il se souvient que la première collection de Rosso était très quelconque. Il représentait, je ne vais pas dire une marque bon marché pour jeunes, ou pas cheap, mais bon marché, avec un prix abordable pour les jeunes. Rosso a aussi embauché son vieux pote du village, Fernando. Pas de doute pour lui, les débuts Diesel sont des années de vache maigre. Les premières années ont été très difficiles. Tout ça parce que Adriano Goldschmidt nous a laissé nous débrouiller seuls. Et il ne nous aidait pas.
Alors Renzo, eh bien, il copiait ce que faisaient les autres. Hein. Personne n'en voulait. Donc, je sais pas ce que ça représentait rien. Pourquoi personne n'en voulait de cette marque? Mais parce que, vous savez, début des années 80 jusqu'à 85, Diesel n'avait pas défini son style. En 1985, coup de théâtre. Goldschmidt fait faillite et doit vendre la marque Diesel. Eh bien, c'est Rosso qui va la lui racheter avec 100 000 € qu'il emprunte à son père. Et pourtant, tout reste à faire. Et d'abord trouver un styliste. C'est dans le sud de la France que Renzo va dénicher la perle rare, Rémi Blassel. Il est alors designer chez Chippy, une marque française très à la mode. Entre les deux hommes, le courant passe tout de suite. J'ai rencontré devant moi un petit industriel italien de province, on peut dire, qui cherchait un peu sa voie, mais qui était fort sympathique. C'était un petit groupe de copains, en fait. C'est ce qui m'a plu aussi, c'était qu'en fait, au niveau de l'aventure humaine, c'était intéressant parce que c'était friendly, quoi. Il y avait une bonne ambiance. Quand il vous voit, il vous dit voilà Rémi ce que je veux faire, ou alors il vous laisse carte blanche totale? Non, il m'a laissé carte blanche. Il faut aller vite. Alors le jeune styliste ne se creuse pas la tête. Il va copier le célèbre 501 de Levi's. Je crois que c'est là justement qu'on a vraiment pompé le 501, vraiment, mais alors intégral. Le 501, un best-seller mondial du jean. Tous les jeunes de l'époque en ont porté un. Sobre, confortable, résistant, ce symbole du rêve américain a été vendu à plus de 2 milliards d'exemplaires. Au début des années 80, il représente à lui seul près de 70% du marché du jean en Europe. Blassel et Rosso vont tout de même un peu l'arranger à leur manière. En fait, on ne décide pas de changer grand-chose, on décide de développer des fits différents, parce que le 501 avait un fit défini. Et c'est quoi? C'est la forme. La forme. Et nous, on voulait partir justement sur des fits un peu fatigués, des fits, des formes de jeans qui avaient été déjà portées. D'un jean qu'on aurait pris trop grand et qu'on aurait ceinturé avec une ceinture, avec des poches beaucoup plus larges, une cuisse un peu plus large en bas aussi. Voilà l'un des premiers modèles originaux créés par le jeune styliste français. Le Saddle, un jean plus large que le 501 traditionnel. Au sein de Diesel, l'accueil n'est pas très enthousiaste. C'est un modèle très particulier, il faudrait le revoir, un peu étroit au-dessus, large au milieu, étroit dans le bas. Ça, c'est un jean que j'ai jamais pu mettre. Et pourtant, le Saddle va connaître un succès inattendu, à 1000 km de l'Italie. La clientèle allemande qui fait 2 mètres de haut et 120 kg l'adopte, ou qui a une morphologie différente de la France ou de l'Italie, l'adopte. Quand vous le dessinez, vous pensez aux Allemands, qu'on dit un peu plus fort à l'époque? Non, je ne l'avais pas fait dans cette optique-là, en fait. Je l'avais fait dans une optique, justement, de quelqu'un qui achète un jean un peu trop grand, avec une taille un peu basse. Dès la première année, Diesel en vend 250 000 modèles en Allemagne. À l'époque, le Deutschmark est une monnaie forte. Pour la marque, c'est le jackpot. Un succès dont pourtant Rosso ne veut plus se souvenir aujourd'hui. L'homme se veut un pape de la mode. Ce jean ringard, il ne veut plus en parler. Alors le Saddle, monsieur Rosso. Alors celui-là, je l'avais complètement oublié. Vous le vendiez combien? 80 € à peu près? Elle commence vraiment à me gonfler cette interview. Enfin, si vous voulez, on peut s'arrêter, monsieur Rosso. Hein. Je trouve franchement que cette interview ne va pas du tout dans la bonne direction. Non, ça va. J'ai plus du tout envie de la faire, cette interview, moi. Un brin diva. L'homme ne veut plus évoquer ses débuts laborieux. Et pourtant, 1986, c'est l'année de tous les succès. La marque va se faire connaître dans le monde entier grâce à un blouson, le Giant. Moitié jean, moitié tissu, cette veste bicolore va devenir le blouson favori de la tête d'affiche du film 9 semaines et demie. L'acteur américain Mickey Rourke. Et à ce moment-là, on le voit dans toutes les revues avec ce blouson. Tout le monde le veut, ah oui, il le porte, on le voit à la télévision, machin, voilà. Il faut attendre le début des années 90 pour que le jean Diesel envahisse le monde. No problem.
Pour se distinguer de ses concurrents, la marque a trouvé une petite astuce. À l'époque, tous les fabricants de jeans cousent leur marque sur la poche arrière du pantalon. Rosso, lui, va la placer sur la poche de devant. À l'origine, un problème de copie avec son concurrent Levi's. Je crois qu'à l'époque, on commençait à avoir des emmerdes avec Levi's. Parce qu'on avait un red tab aussi sur l'arrière de la poche. Qu'est-ce que c'est un red tab? C'était une petite étiquette de reconnaissance, type la petite étiquette rouge de Levi's, quoi. On avait un petit red tab qui n'était pas placé au même endroit, mais qui posait problème parce que les avocats de Levi's ont commencé à faire des procès à Diesel. Donc il a fallu de suite changer l'identification du produit. Ce petit détail sera l'un des ingrédients du succès de la marque. Au début des années 90, le jean italien se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Levi's et ses 50 millions de 500 est encore loin devant. Mais peu à peu, le 501 se démode. C'était plus un jean rebelle, Levi's. C'était le jean de l'ouvrier, c'était le jean de papa, maman, c'était le jean du dimanche, quoi, Levi's. Diesel, en fait, je lui ai donné un goût de marque rebelle. Et c'est ce qui manquait sur le marché. En 1996, un nouveau pas est franchi. Pour séduire les jeunes, Diesel invente un jean usé, troué, rapiécé. Un jean que normalement toutes les mères de famille mettraient à la poubelle. Un pari qui peut sembler fou. Surtout que pour le fabriquer, Renzo Rosso va devoir casser sa tirelire. Un immense hangar et des machines qui tournent 24 heures sur 24. Nous sommes dans les usines Diesel, en Vénétie. Le patron des lieux, c'est Giovanni Petrine. C'est lui qui est chargé de vieillir, d'user les jeans. Le procédé de fabrication est jalousement gardé. Giovanni accepte de nous en livrer le secret. Il tient dans un coffre-fort fermé à double tour. Un coffre qui renferme des jeans, des antiquités que Giovanni a payé une petite fortune. Regardez cette veste, on l'a achetée 7400 €. Et celle-là, combien elle coûte? Ce jean-là, on l'a payé 5000. Et celui-là, il vaut 29 000 €. Presque 30 000. Celui-là, on l'a acheté à un collectionneur. Regardez par exemple ce jean. Il est de 1920. Partout dans le monde, on a des gens qui ont pour mission de rechercher ces vieux modèles. Mais à quoi ils vous servent, ces vieux jeans? À quoi ça me sert? Eh bien, nous, à partir de ce jean, on va essayer de copier. D'abord ces marques-là, les taches. Et surtout, ce qui nous a plu dans ce jean, c'est qu'il a été recousu, ici. Et ça, on va le copier. Mais vous allez me dire, mais pourquoi vous achetez une veste aussi pourrie? Eh bien, nous, on va utiliser certains détails qu'on va copier. La couleur, là. Regardez ces taches, par exemple. Ce rajout, là. En fait, on essaye de copier ce que le temps a mis des années à faire. Si Diesel pèse ces vieux jeans si cher, c'est qu'ils vont servir de modèle pour fabriquer les nouveaux. Et pour user des jeans, voilà comment ça se passe. On réceptionne d'abord des modèles standards. Ils sont fabriqués pour la plupart dans le sud de l'Italie, mais également au Maroc. Ils sont bleu foncé et la toile est brute et rigide. Le jean est amené ensuite ici, dans cet immense hangar. Il va subir sa première transformation, les traces d'usure. Pour ça, les ouvrières utilisent tout simplement du papier de verre. Elles vont griffer le jean selon une photo qui leur sert de modèle. Un travail d'une grande précision. La vraie valeur ajoutée, c'est que tous les jeans sont faits à la main. Ce sont des modèles uniques. Le jean va être ensuite vieilli sur les genoux et les poches de derrière, toujours pour reproduire l'usure naturelle. Un travail de forçat, et c'est en Chine que Giovanni est allé chercher sa main-d'œuvre. Les ouvriers sont payés 1200 €. Surveillés en permanence par leur contremaître, ils n'ont pas le droit de passer plus de 8 minutes par jean. Un travail pénible que ne veulent plus faire les ouvriers italiens. Alors Giovanni a dû recruter aux quatre coins de la planète. Il a d'ailleurs développé une théorie qui a de quoi choquer sur les compétences de chaque nationalité au travail.
Les Africains, les gens du Sénégal, du Togo, du Congo, sont des gens très costauds comparés à ces Chinois. Mais même s'ils sont plus forts, ils n'aiment pas travailler comme eux. Ils sont plus lents, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas envie d'apprendre. Les Chinois sont meilleurs. Même s'ils paraissent maigres, ils sont beaucoup plus résistants. Ils font combien d'heures de travail? 8 heures. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire plus de 8 heures dans ce boulot. Ensuite, pour faire ressortir encore un peu plus les traces d'usure, les jeans sont badigeonnés de chlore, dilués avec de l'eau. Enfin, dernière étape, pour l'assouplir et l'éclaircir, le jean va subir un traitement de choc. Il va être lavé avec de la pierre ponce dans ces énormes machines. C'est ce qu'on appelle la technique du stonewash, le lavage à la pierre. Après 12 heures d'une longue souffrance, le jean est essoré, puis séché. Et au final, voilà ce que ça donne. Un jean neuf, mais qui donne l'impression d'avoir été porté pendant des années. Ce n'est plus un jean basique. Regarde à l'intérieur le travail qui a été accompli. C'est un petit bijou qui a nécessité beaucoup de travail. Un jean fait à la main et fabriqué en Italie. Évidemment, cela a un prix. Entre 5 et 10 euros pour la toile, auquel il faut ajouter le travail des ouvriers de Giovanni. Et ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça va de 9 à 17 euros. Et il y a même certains traitements qui coûtent jusqu'à 20 euros. Au total, un jean diesel coûte en moyenne 30 euros à produire. C'est 3 fois plus cher qu'un 501. Une différence qui se répercute sur le prix de vente. 80 euros en moyenne pour le Levi's, contre 200 euros pour le jean italien. Un prix exorbitant pour le jean considéré jusqu'alors comme un vêtement bon marché. Et pourtant, Renzo Rosso est persuadé que ça va marcher. Pour le vendre, il ne va pas lésiner sur les moyens. Get all your interviews, get all your photos. You will be kicked out of here in 6 minutes. Thank you. Plus que quelques minutes avant le début du défilé. Nous sommes à Vienne, dans un splendide château autrichien. Dernier coup de brosse pour les mannequins avant d'entrer sur scène. Quelques-uns des plus grands top modèles sont là, dont le français Satya Oblette. De Kenzo à Ferré, il a défilé pour les plus grands noms de la mode. Mais ce soir, Satya ne se présentera pas sur le podium en costume ou en manteau, mais en jean. C'est vrai que c'est assez étonnant d'arriver dans un événement pareil, de défiler justement pour un nom comme Diesel qui est effectivement une marque de jean. Parmi les mannequins, il y a aussi Naomi Campbell. Et voici Renzo Rosso, au bras de l'une des plus belles femmes du monde. Il est un peu stressé car ce soir, il joue très gros. Je suis un peu tendu, c'est vrai, avant de voir mes modèles défiler sur les podiums, mais ça va aller. C'est un moment très important pour nous, car nous voulons faire de notre marque une marque haut de gamme. Faire porter ses jeans usés par les plus beaux mannequins du moment. Voilà comment le patron donne de la valeur à son produit. Un jean qu'il va décliner sous toutes ses formes. En manteau, en jupe, mais aussi beaucoup plus sexy, en short et sous-vêtements. Et pour transformer son jean en produit de luxe, Rosso a sorti le carnet de chèques. Plus d'1 million d'euros rien que pour ce défilé. Le fils de paysan savoure le chemin parcouru. Mais le succès ne lui monte-t-il pas un peu à la tête? Il est bien loin le temps des copains et de l'aventure. Le succès s'accompagne souvent d'un petit peu de mégalomanie. Alors donc on veut plus, on fait table rase sur les gens qui ont participé à votre succès. En 1996, après 10 ans de bons et loyaux services, Rémi Blassel, le styliste, est viré par Rosso, sans toucher la moindre indemnité. Ils ne se sont plus jamais revus. Je crois que à un moment, il avait un objectif qui s'était mis, qui était très haut, c'était le numéro 1 du jeans au monde. Et pour arriver à ça, je ne vais pas dire qu'il était prêt à faire n'importe quoi, mais il était prêt à perdre ses amis.
En 1997, Raphaël Rinalducci quitte Diesel après avoir vendu ses parts de la société. Ça a été une rupture violente et inattendue. Du jour au lendemain, je n'ai plus vu personne, ni lui ni ses enfants. C'est la vie. En 1996, déçu par Rosso, Fernando décide de quitter la société. Il a aussi vendu ses parts. Depuis cette date, son ami d'enfance ne l'a plus jamais appelé. Ok, ciao ragazzi, ciao, bye, ciao, ciao. Renzo Rosso est aujourd'hui un homme riche. Propriétaire d'un immense domaine en Vénétie, il a plusieurs hectares de vignobles et fait son propre vin, le Rosso di Rosso. Après 20 ans de dur labeur, le fils de paysan est devenu le numéro 2 mondial du gin. Avec ses fils, il est le seul actionnaire de sa marque. Sa fortune personnelle est estimée à plus d'1 milliard d'euros.